Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, le Front pour les réveils et l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Ivaïpo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui répondent au président Laurent Gbagbo. Bon, répondre au président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème en soi. Mais comment répondre? Que dire? Donc nous attendons que les uns les autres se connectent au fur et à mesure. Et puis nous allons commencer le propos du jour. J'attends petit à petit. J'espère qu'on me reçoit. Est-ce qu'on me reçoit? J'attends. J'ai l'impression que au niveau de la connexion, c'est pas tout ça. J'attends. Ok. Théo Billy, mes salutations. Ok, on dit qu'on me reçoit. Ok, c'est bon. D'accord. D'accord, merci. Je viens à peine de voir les messages. Théo Billy, mes salutations. Smalto, merci. Ok, super. Mais on me dit connexion. D'accord. C'est ça la connexion de Paris. C'est pas bon, hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Merci Gisèle Kei, mes salutations. Je salue toute la représentation au niveau de ta position là-bas. Merci à toi. Donc, le président Laurent Gbagbo est en train de parler aux Ivoiriens. Parce que c'est le seul combat qu'il peut mener. D'accord? Le président Gbagbo est en train de parler aux Ivoiriens parce que ils ont essayé de le dépouiller. De le dépouiller depuis 2011. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu que le président Laurent Gbagbo reste en prison, ceux qui l'ont envoyé à la CPI, ceux qui lui ont collé un procès de 20 ans à Abidjan, ce sont les mêmes individus qui aujourd'hui essaient de le retirer de la liste électorale de sorte à ce qu'il ne se présente pas en 2025. Donc ils l'ont dépouillé. Dépouillé de tous ses droits, dépouillé de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils avaient même bloqué ses comptes. Mais comme ils sont un peu, c'est-à-dire qu'ils sont un peu vigilants, ils ont compris que ça là, il faut qu'on paye son argent, donc ils ont payé son argent. Ils se sont enlevés dans le problème. Donc le président Laurent Gbagbo n'a que la parole publique. C'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui lui reste. Et c'est avec cette parole publique-là qu'il essaie de communiquer un certain nombre de messages. Là encore, il y a des individus du RDR qui viennent répondre. Mais tout le monde ne peut pas répondre au président Laurent Gbagbo. Et dit le président Laurent Gbagbo, c'est un docteur authentique. Un docteur authentique. Ce n'est pas comme les docteurs qui gouvernent la Côte d'Ivoire mais qui n'ont jamais rien écrit. Le président Laurent Gbagbo, c'est un docteur authentique. C'est un docteur qui écrit depuis les années 80. Tu vois? Aujourd'hui, on est en 2020. Lui, il écrit depuis les années 80. On est en 2025. Lui, il écrit depuis les années 80. Donc, c'est un docteur authentique. Si tu veux voir la pensée du président Laurent Gbagbo, tu peux ouvrir Sundiata. Tu peux ouvrir Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. Tu peux ouvrir ce qu'il a écrit à Mattei. Tu peux ouvrir, il y a plusieurs livres que tu peux ouvrir. Et puis tu vas voir la pensée du président Laurent Gbagbo. Mais eux, leur groupe là, si on veut voir leur pensée, on ne peut pas. Il n'y a pas de livre. Donc ce sont des incultes qui essaient de répondre au président Laurent Gbagbo.
Souvent, quand je les vois en train d'essayer de répondre, ça me fait sourire parce que tu peux voir même qu'ils sont limités. Tu peux voir qu'ils sont limités. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé de la Digbadette. Il y a quelqu'un. Faut dire le président Laurent Gbagbo, celui qui t'avait donné du travail, a parlé de la Digbadette. Et il ne doit pas s'exprimer ainsi. Bon, franchement, parmi les Ivoiriens, je ne connais pas plus francophile que le président Laurent Gbagbo. Hein. Non seulement il est francophile, mais il est historien. C'est-à-dire qu'au niveau des dates, il les maîtrise. Regardez la dernière prise de parole du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire il donne la date à laquelle il était arrêté. La date à laquelle il était transféré à la CPI. La date à laquelle le procès a commencé. La date à laquelle il a été acquitté. La date, tout ça sans papier. Alors qu'à Djoumani, il regarde papier comme ça. Et puis il dit, il faut lui dire qu'à côté, et puis il regarde comme ça, à côté de la Digbadette, il y a un Dumba travail. Je dis, regardez les petites gens. Les petites gens. À côté de la Digbadette, il y a un Dumba travail. Donc, nous, quand on voit tout ça, ça nous fait rire. Je ne sais même pas pourquoi le président est venu répondre, mais il a bien fait de répondre aussi. Mais il a répondu comme son fils Yves Ayipo. C'est ce qui est bien. Quand quelqu'un veut te tenir la dragée haute, il faut lui dire attention, hein. Moi, je suis à tel niveau. Et le président est sorti. Il dit, moi, j'ai étudié le grec. J'ai étudié le latin. J'ai étudié la racine des mots. J'ai étudié l'étymologie des mots. J'ai étudié... Oh non. Pour lui dire à Djoumani, avant de venir parler de moi, surtout si la question de la langue, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, j'étais très content parce qu'effectivement, c'est comme ça que j'aurais répondu. Parce que tous ceux qui m'insultent, c'est quoi que je leur réponds? Quand ils m'insultent comme ça, là, je dis oui, il n'y a pas de problème, mais il faut corriger tes fautes d'abord. Corrige. Je ne parle pas de politique avec des gens qui ont niveau ceux d'eux. Voilà. Donc, si tu veux parler politique, tu peux t'extasier, tu peux t'égosiller. Mais moi, je ne parle pas politique avec toi parce que tu n'as pas le niveau. Et c'est ce que le président vient de faire. Il ne va pas se mettre là à discuter avec un individu du nom d'Adjoumani quand même. Il faut être sérieux. Hein, les gars? On ne va pas discuter avec un gars qui s'appelle Adjoumani. Donc, c'est un peu ça. Et il y a un certain Cissé Bakongo aussi, qui essaie de répondre au président Laurent Gbagbo. Le président se moque de vous. Parce que pour lui, selon lui, vous n'êtes pas des intellectuels objectifs. Vous êtes des intellectuels au rabais. Vous êtes des intellectuels au rabais. Et c'est ça qui est la vérité. Et le président a raison. Que ce soit Adjoumani, que ce soit Touré Mamadou, que ce soit Cissé Bakongo, vous tous, vous êtes des intellectuels au rabais. Donc, on ne perd pas trop le temps avec vous. Une chose est sûre, c'est que c'est la dernière année. La souffrance des Ivoiriens, là, c'est la dernière année. Le pouvoir de Ouattara, là, c'est la dernière année. Tout ce que vous faites là, c'est la dernière année, 2025. C'est ça qui est la vérité, non, les gars? C'est la dernière année. Donc, le président est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Si tu suis, tu suis. Si tu ne suis pas, c'est ton problème. Tu veux dormir, il faut dormir. Mais le président est au travail avec ceux qui veulent se mettre au travail. Voilà. Donc, quand on voit des petits professeurs tels que, comment ils s'appellent? Il y a un qui est souvent sur NCI là-bas qui raconte sa vie. Quelqu'un qui il est vraiment, c'est l'un des plus nuls professeurs que j'ai connu. Mais bon,
comme Ali Diarra-Souba le gratifie chaque fois de petites invitations. Donc, il va déverser son venin. Mais nous, ce que nous savons, c'est que cette année-là, c'est la dernière année. Ouattara va partir. Et comme le président nous l'a si bien expliqué, c'est qu'il y a quand même des chantiers sur lesquels nous allons travailler. Premier chantier, la réinscription du nom Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On est dessus, chers amis. Merci. Arthur Banga, d'après lui, professeur. Depuis que Ouattara est président, il y a des gens qui deviennent professeurs de façon là. Soit ils ont master, soit ils deviennent docteurs, ils deviennent professeurs. Mais quand tu les entends parler, tu te dis, mais ça c'est un professeur ça? Voilà. Donc si j'avais même un deuxième appareil, j'allais vous faire écouter ces individus-là. Donc, ce que je disais, premier chantier, la réinscription du nom Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est notre premier chantier de bataille. Et on va y arriver. Et moi, je suis confiant par rapport à ça. Je suis très confiant par rapport à ça. C'est vrai que les gens nous demandent, mais comment vous allez faire? Vous attendez la décision de Ouattara. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Deuxième chantier, c'est que Ouattara lui-même ne doit pas être candidat. Tu as vu, si on veut voir là, c'est nous-mêmes on fait du brigandage maintenant. Voilà, c'est-à-dire nous, notre candidat là, lui, il sera candidat, mais vous, votre candidat, il ne sera pas candidat. Voilà, donc maintenant là, c'est nous-mêmes on fait le brigandage maintenant. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Le quatrième mandat n'aura pas lieu. Tout sauf le quatrième mandat. Et puis, troisième chantier, c'est la victoire. La victoire en 2020. Donc, on a trois chantiers, on a trois grands chantiers. C'est des chantiers qui ne seront pas faciles. La réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le non au quatrième mandat, victoire du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles 2025. Avec trois grands chantiers qui sont devant nous, on est en train de travailler dessus. Et pendant que nous, on travaille, et ils viennent nous répondre. Ou bien ils envoient Arthur Banga sur tous les plateaux pour pouvoir déverser son venin. Et nous, on est sereins. Et pendant que nous, on travaille, ils sont en train de coller un procès à Damana Adia Pikas. Ils sont en train de coller un autre procès à... Comment il s'appelle? Quoi, Justin? C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Utiliser la justice contre le peuple de Côte d'Ivoire. Utiliser l'armée contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont l'impression que quand tu as la justice et que tu as l'armée, tu es invincible. On ne peut rien contre toi. Donc ça, il règne depuis 2011. Ça, il règne. Donc nous, cette année-là, on va leur montrer que même si vous avez l'armée, même si vous avez la justice, nous, on peut faire tomber ce système-là. Et on va le faire doucement, doucement. Donc, en ce qui concerne la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il y a deux options. Soit on le fait d'un point de vue légal, juridique, ça veut dire que le procès qu'ils nous ont collé là, où ils disent qu'on a braqué banque là, avec des armes, et puis les auteurs ont été amnistiés, mais les co-auteurs, les complices n'ont pas été amnistiés. C'est ça, hein, vous comprenez, non? L'auteur du braquage, lui, il est amnistié, mais le co-auteur, le complice, lui, n'est pas amnistié. Parce que Gbagbo est complice. D'accord. Aussi, les complices, normalement, il devait être amnistié. Puis si on dit le complice est puni comme l'auteur, c'est ce qui est dans la loi.
et dans la loi, dans le code pénal, le code de procédure pénale, on dit le complice ou le co-auteur est puni comme l'auteur. Ça veut dire que si l'auteur écope de 25 ans, le complice aussi écope de 25 ans. C'est ce que moi j'ai appris en tout cas en droit pénal à Abidjan. Donc, je ne sais pas si ça a changé. Ce qui est bizarre, c'est que les auteurs ont été libérés, amnistiés, et le président Laurent Gbagbo, lui, en tant que co-auteur, lui, il est encore dans les mailles du système. Donc, on est là, on va se battre. Non, on peut se battre d'un point de vue légal, mais d'un point de vue légal, ils disent qu'ils ne veulent pas se battre. Ils disent que c'est derrière nous. Nous, on a déjà fait le procès, la décision est devenue définitive. On dit, ah bon? Pendant qu'on était à La Haye, là, vous avez fini un procès ici derrière nous, on n'est pas informé. Est-ce qu'on a été notifié de ce qui se passe? On n'a pas été notifié, on ne sait pas de quoi il s'agit. Cette décision ne s'applique pas à nous. Donc, si c'est sur ça que vous êtes basé pour retirer le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, vous allez remettre son nom. Et nous, on n'est pas informés. Ben, comme c'est vous qui avez la loi, comme c'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez la justice, donc vous pouvez dire aussi que nous, on ne reconnaît pas, c'est notre problème. Mais en tout cas, vous n'allez pas nous inscrire. Donc, on va essayer de trouver un arbitre. C'est notre combat là. Il faut un arbitre. Et l'arbitre là, ce ne sera pas au niveau national. Ce sera au niveau international. C'est pourquoi nous voyageons. C'est pourquoi au niveau de la diaspora, nous mobilisons. Nous faisons tout de sorte à ce qu'il y ait un arbitre de ce combat là. Ça, c'est d'un point de vue légal. Parce que d'un point de vue légal, tout le monde sait et tout le monde savait où se trouvait le président Laurent Gbagbo à cette époque. Donc, vous ne pouvez pas faire un procès dans son dos. Voilà, le président est rentré. Si vous voulez, on refait un autre procès devant tout le monde. On le rend public. Il a braqué banque, non? Ah, c'est pas bien de braquer des banques. Donc, on fait un procès en bonne et due forme. Et moi, j'encourage le pouvoir Ouattara à faire un procès devant tout le monde de sorte à ce que tous les Ivoiriens suivent ce procès. Et si Gbagbo a braqué la BCAO, on met ça comme ça dehors devant tout le monde et puis on va humilier le président Laurent Gbagbo. Voilà ce que nous voulons. Reprenons le procès. Il est rentré maintenant. On peut faire appel encore à Maître Altit. On peut faire appel à Maître Knops. On peut faire appel à tous ceux qui l'ont défendu à la Cour pénale internationale. Donc, l'un mis dans l'autre, nous encourageons le pouvoir Ouattara à relancer le procès du président Laurent Gbagbo. Et je sais que le président Laurent Gbagbo n'a pas peur de ça, puisque lui-même, il veut qu'on s'explique sur ces choses-là. Donc ça, c'est d'un. De deux, c'est que s'ils ne veulent pas reprendre le procès et qu'ils veulent maintenir le président Laurent Gbagbo dans une affaire de braquage des BCAO, donc il y a la deuxième option qui nous reste, c'est la rue. Bon, avant la rue, il y a la négociation, comme nous sommes en train de faire. Voilà, nos camarades ont approché le gouvernement. On a envoyé un courrier au gouvernement, 2 courriers même, au gouvernement pour leur dire faisons un dialogue politique. Alors, j'ai vu des individus qui ne sont pas très futés, en fait. Ils ne sont pas très futés. J'ai vu des individus dire sur TikTok là-bas que Gbagbo, ils ont sorti une vidéo en fait, une ancienne vidéo de Gbagbo, où Gbagbo disait que Ouattara a ses problèmes avec la justice, qu'il les règle avec la justice. Et que lui, il est président de la République, lui ne règle pas des problèmes de justice. Je dis oui, c'est vrai. Gbagbo a dit ça. Nous tous, on a vu la vidéo. Mais quand lui, il disait ça, là, il n'était pas fermé au dialogue politique. Alassane Ouattara a eu des problèmes avec la justice. La Cour suprême a fait des enquêtes en bonne et due forme
devant tous les Ivoiriens. La Cour suprême est venue se présenter. Moi, nous, on était petits. Moi, en 2000, j'avais quoi? Je devais avoir 19 ou 20 ans. On était petits. Et c'est devant nous tous que Tiakoné est venu dire qu'après investigation. Donc, quand un juriste dit le mot investigation, investigation, ça veut dire enquête. Ça veut dire qu'ils ont parcouru tous les dossiers, ils ont réuni tous les dossiers, ils les ont analysés, ils les ont disséqués, et voilà ce qui en est ressorti. Donc, c'est un travail méticuleux, c'est un travail d'équipe, n'est-ce pas? Voilà ce que Tiakoné dit. Après investigation, il ressort que le prénommé Alassane, nom de famille Ouattara, c'est déjà prévalu d'une autre nationalité. Il a été gouverneur de la Banque centrale en tant que voltaïque. Il a étudié à l'université de Pennsylvanie en tant que voltaïque. Il a acheté des immeubles en tant que voltaïque. Il a eu un passeport diplomatique en tant que voltaïque. Et la liste est longue. Il s'est marié avec la dame Jane Davis en tant que voltaïque, etc., etc. Après enquête, Tiakoné donc décide que le monsieur est de nationalité douteuse, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont, Tiakoné dit. Mais quand Tiakoné parle, il parle au nom de son bureau. Parce qu'on dit c'est un conseil, n'est-ce pas? On appelle ça Cour suprême. Tu vois, non? Donc la Cour, c'est un ensemble d'individus. Ils ont fait ça ensemble. Ils ont pris cette décision-là. Et la décision a fait que Ouattara n'a pas pu se présenter. C'est un problème juridique. C'est un problème de justice. Quand Gbagbo est élu en 2000, à partir de 2001, les gens demandent à Gbagbo de régler le problème de Ouattara. Il dit, mais aïe, est-ce que c'est moi qui ai pris la décision? C'est la Cour suprême qui a pris la décision. S'il y a un problème, ce n'est pas moi, le président Laurent Gbagbo, qui a réglé son problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et dire, ah, comme je suis président de la République, ce que Tiakoné a dit là, moi, je casse ça. Par quelle magie j'ai cassé ça? Je ne peux pas casser une décision de justice tout simplement parce que je suis le président de la République. Et ce que Gbagbo a dit, c'est vrai, c'est ce qui est juste parce que ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Tout comme aujourd'hui, ça ne fait pas partie des prérogatives d'Alassane Ouattara de régler le problème de Gbagbo, le problème de justice de Gbagbo. Cependant, là où ceux qui sont d'intelligence un peu inférieure, parce que c'est normal hein, dans la société, on n'a pas tous la même taille, on n'a pas aussi tous la même intelligence. Donc il y a des gens, quand ils voient une vidéo, ils analysent la vidéo au premier niveau. Quand Laurent Gbagbo dit ça, il dit la loi. Mais d'un point de vue politique, le président Laurent Gbagbo n'était pas fermé à des négociations politiques. C'est le RDR d'Alassane Ouattara qui était à couteau tiré avec le pouvoir FPI. C'est le RDR qui préparait des coups d'État au moment où le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Sinon, s'ils étaient venus à des négociations pour dire, ah non, on va faire un dialogue politique, on va faire ceci, on va faire cela, pour qu'on puisse voir la situation du président d'Alassane Ouattara. Peut-être que ça pouvait produire ses fruits. Mais en plus de cela, lorsque ils ont frappé le pays en 2002, les négociations se sont ouvertes. Bon, les rebelles, quand ils sont allés à Marcoussis, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Ils ont dit qu'on veut qu'Alassane Ouattara soit candidat. Laurent Gbagbo a dit pas de problème. Il veut qu'on donne la nationalité ivoirienne à 20 millions d'étrangers. C'est-à-dire 200 000 ou bien 2 millions d'étrangers. Ils ont dit ça comme ça. Nous, en cas de non-nationalité à 2 millions d'euros, il n'y a pas de problème. Mettez ça à côté. Ils ont fait leurs recommandations. Donc,
Ils veulent aussi un gouvernement d'union nationale. Bon, quand on dit gouvernement d'union nationale comme ça, c'est gros français, hein? C'est gros français. Sinon, en réalité, ça veut dire eux aussi, ils veulent être dans le gouvernement. Voilà. C'est ce qu'ils appellent gouvernement d'union nationale. Ici, là, ça veut dire que eux, là, ils veulent qu'on leur donne des postes de ministres aussi. Les rebelles, là. Avec Alassane Ouattara et puis les autres. Gbagbo dit ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils disent que c'est à cause des armes et à cause de la France que Gbagbo a cédé. Non, Gbagbo n'a jamais été fermé à la négociation. C'est vous qui n'êtes pas venu à la négociation. Il fallait organiser des dialogues politiques. Tu allais voir que Gbagbo était ouvert à ça. Il n'y avait pas de problème. D'un point de vue politique, on peut régler un certain nombre de problèmes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous disons, c'est vrai qu'il y a un problème juridique. Si le RDR ne veut pas venir au débat juridique, bon, ok, on fait un débat politique. Et c'est le débat politique qui fait que nous avons écrit au gouvernement pour qu'on fasse un débat politique. Une négociation politique où nous allons vous... La preuve en est que l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas la seule recommandation. Nous avons aussi fait des recommandations d'un point de vue en ce qui concerne la CEI, etc., etc., la liste électorale, tout ça. Donc, il y a une liste. Et c'est ça, tout ça qui rentre dans le dialogue politique. Vous dites, vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas ouvert au dialogue politique. Bon, si vous n'êtes pas ouvert au dialogue politique, ne venez pas comparer Gbagbo à Ouattara. Parce que Ouattara n'est pas ouvert au dialogue politique, mais Gbagbo, lui, il était ouvert au dialogue politique. Et c'est pourquoi, pour pouvoir régler la situation d'Alassane Ouattara, il prend l'article 48, il fait de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Ça veut dire que la décision que Tia Koné a prise, je ne peux pas la casser, je suis président de la République, ce n'est pas mon rôle de casser. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux contourner la décision de la justice en te faisant candidat, mais c'est à titre exceptionnel. Parce que voici les prérogatives que la Constitution me donne. Il utilise, il consulte le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, et puis il publie. Donc tous les Ivoiriens sont informés qu'à partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle prochaine. Et puis on arrive en 2010, et puis il se présente. Donc vous voyez que le président Laurent Gbagbo a toujours été ouvert au débat politique. Donc aujourd'hui, c'est notre tour. Ils nous ont collé un procès. D'abord, la différence, c'est que nous, à notre époque, en 2000, c'était un véritable travail juridique que le Conseil constitutionnel avait établi. C'était correct. Ce que Tia Koné a dit là, ça n'a pas été démenti. J'ai mis tous les gens du RD avec qui j'ai fait le débat, avec qui j'ai fait des débats, ces 10 dernières années. Je les ai mis au défi de prouver que ce que Tia Koné a dit était du faux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent même Tia Koné est venu dire qu'il s'était trompé. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas un argument. J'ai dit, quand Tia Koné dit que Alassane Ouattara a étudié à l'université de Pennsylvanie en tant que voltaïque, est-ce que c'est faux? Voilà ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. Je ne veux pas les discours. Jusque-là, jusqu'en 2025, aucun membre du RDR n'a pu dire que c'est faux. Donc vous voyez qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi un homme comme Touré Mamadou, ministre d'État, ne peut pas venir démentir que Ouattara n'a jamais étudié à l'université de Pennsylvanie comme voltaïque? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Ça veut dire qu'il est petit. Un homme comme Adjoumani qui a du répondant, chaque fois que les gens parlent, lui, il répond. Nous demandons à Adjoumani, quand Ouattara étudiait aux États-Unis, il étudiait en tant que quoi? Parce que nous, nos camarades sont allés à l'université de Pennsylvanie.
Et ils sont allés fouiller dans les archives. Et ils ont retrouvé le livre de la promotion de Ouattara. Sa photo était dedans. C'est écrit en dessous Alassane Ouattara. C'est écrit en dessous nationalité voltaïque. Donc nous, on a une preuve écrite. On dit qu'il s'est marié avec Jane Davis comme voltaïque. Si c'est faux, venez maintenant en public pour nous humilier. Pour dire voilà l'acte de mariage, c'est faux ce que vous dites. Ça n'a jamais existé. Alassane Ouattara a toujours été ivoirien. Venez nous dire. Mais ils ne veulent pas rentrer dans le débat de fond. Comme d'habitude au RDR, ils restent en surface. Et puis ils disent, oh, vous savez, ça, nous, on a fini avec ça. On a traité ces genres de problèmes-là. C'est fini ça. Eh bien, moi, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas. Malheureusement, ça ne me convainc pas. Donc, sur ce débat-là, ils n'ont pas pu apporter de preuves jusqu'en 2025 aujourd'hui. Donc, nous sommes convaincus que Tiakone a eu raison. Nous sommes convaincus que le Conseil constitutionnel à cette époque avait raison. Par contre, en ce qui concerne le cas Laurent Gbagbo, est-ce que c'est vrai que Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO? Est-ce que c'est vrai? Il y a un Ivoirien dans ce monde qui peut s'élever pour dire oui, c'est vrai que Gbagbo a braqué BCEAO. Et puis tu vois, sur la décision même du juge, il dit braquage à main armée. Gbagbo a pris pistolet pour entrer dans une banque, pour braquer nuitamment. Et puis ils disent braquage en réunion. Ça veut dire qu'il est allé avec un groupe d'individus. On dit qui est dans ce groupe-là? Il dit Désiré Dalo. Qui est dans ce groupe-là? Il dit Katina Kone. Donc tous c'est des braqueurs. On dit oui. Laurent Gbagbo, le RDA dit Laurent Gbagbo est braqueur. On dit bon, les gars, quand même, soyez sérieux. Le président de la République va être braqueur des banques, quand même. Il veut dire s'il veut voler l'argent, il peut voler l'argent, il est au pouvoir. Nous sommes en 2010-2011, il voulait voler, il pouvait voler. Mais jusqu'à aller dans une banque braquée, ça là même, quand on va mettre ça dans les archives, nos enfants qui vont venir dans 100 ans, 200 ans, ils ne vont jamais croire à ça. Ils vont dire, mais attends, l'histoire que vous êtes en train de nous raconter, vous êtes en train de nous dire, c'est comme si nous, on venait nous dire aujourd'hui que George Washington, premier président de la République des États-Unis d'Amérique, était un braqueur. On dit quoi? George Washington, qui a sa photo sur le billet de le dollar, là, c'est un braqueur. C'est des histoires qui ne passent pas. Ça ne peut pas passer. Qui va gober ça? Donc, voilà des histoires comme ça qu'ils racontent. Et ils ont fabriqué dans leur petit cerveau de moineau. Et puis, ils viennent comme ça, ils pensent que nous, on va gober ces choses-là. Donc, ça, c'est ça le premier problème, c'est que l'histoire est fausse. Personne, mais comme ils ne sont pas très intelligents, ils ne sont pas très futés, donc ça fait qu'ils ont l'impression que c'est des histoires qui passent. Tu vois, non, je salue de passage Queen Dave, Queen D. Dave, Koti Chic, mes salutations Olga Corée, mes salutations à tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. Désolé, quand je parle comme ça, souvent c'est un peu difficile de m'arrêter. Je crois qu'il y a Dieudonné qui a posé une question. Yves Aïpo, est-ce que l'inscription du nom du président vaut la peine? Nous sommes presque pouvoir. Que peut faire un pouvoir provisoire? Bon, Dieudonné, je n'ai pas compris ta question. Hein. Moi, je dis seulement, dans tous les cas, j'estime qu'il faut qu'on inscrive le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale parce que, évidemment, bien entendu, c'est ce qui est correct. Voilà. Donc, Sphinx, je n'ai pas vu. Si j'avais vu, j'allais te saluer, t'inquiète pas. Donc, Sphinx, mes salutations. Je salue tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. Mais ce qui est plus important, c'est le développement. Donc, ce que je dis, c'est que nous sommes convaincus que le procès qui a été collé ou accolé au président Laurent Gbagbo, c'est un procès factice. Voilà, c'est un procès spécieux, c'est un procès fallacieux. Voilà. Donc, nous savons ça. Et c'est pourquoi nous disons que cette histoire de procès, ça ne nous intéresse même pas. Remettez le nom du président Laurent Gbagbo
sur la liste électorale. Maintenant, ils nous demandent comment vous allez faire ça. Non, ça veut dire qu'on est rentré maintenant dans Gros Braya. C'est ce qu'on Abidjan là-bas là. Gbagbo dit souvent il parle comme son peuple. Donc nous aussi on va parler comme le peuple. C'est rentré dans Gros Braya. Ils disent qu'on vous a collé un procès. Nous-mêmes on sait que ce procès-là c'est un faux procès qu'on vous a collé. Mais vous avez fait quoi? Tu vois, j'ai souvent vu ça dans les trucs de la rue, les bagarres de rue, je prends ton nez, tu as fait quoi? Voilà, les trucs quoi. Donc c'est ce que le RDF veut faire avec nous maintenant. Non, on dit, ne vous pressez pas. Si vous êtes des vrais gros bras, ne vous pressez pas. C'est petit marteau qui casse gros caillou. Ne vous pressez pas. Donc on est là, les gars. On reste mobilisés. Bientôt, on va leur montrer que le nom du président Laurent Gbagbo va figurer sur la liste électorale. Parce que si ça ne figure pas sur la liste électorale, on ne va pas aller à des élections. Maintenant, les gens disent que quand on dit ça, on est en train de menacer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je dis, oh, là maintenant, vous êtes devenus des... Hein, comment on dit ça là? Quand quelqu'un a peur de façon exagérée, là, voilà, il y a un mot là, on dit, il est quoi là même? Les petits mots comme ça m'échappent maintenant. Je suis tellement habitué à parler anglais. Hein, quand quelqu'un a une peur exagérée, là, il a peur de tout, il est parano, non? Voilà, c'est ce qu'on appelle la paranoïa. Paranoïa. Donc, quand les gens disent, si vous n'inscrivez pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection, alors ils ont menacé la République. Et tu vas voir les gens qui font ça, c'est les Adjoumani, c'est les Touré Mamadou. C'est pourquoi je dis que moi-même, je suis encore plus brillant même que ces gens-là. Parce que tu les vois comme ça, tu as l'impression que c'est des grands types, quoi. Tu as l'impression, parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont des postes de ministres. Tu as l'impression que c'est des personnes importantes, alors que, en réalité, c'est des petites gens. Mais on ne menace pas la République. Vous savez, leur problème, c'est qu'ils ont du mal à concevoir qu'un Ivoirien est libre. Voilà leur problème. Un Ivoirien libre qui dit que, bon, moi, j'ai le droit de protester. Ils n'aiment pas ça. J'ai le droit de ne pas être content. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit d'occuper les rues. Nous, on a occupé les rues à Paris ici. De 2011, depuis l'arrestation de Gbagbo, jusqu'en 2019, on a occupé les rues. Et ça n'a jamais posé problème ici en France. Quand on occupe les rues de Paris comme ça, là, les gendarmes français viennent nous encadrer. Aucun problème. Parce que la République française reconnaît le droit de protester. Mes salutations, Zara, Zara. La République française reconnaît le droit. Quand les gilets jaunes ont protesté ici, Macron a dit quoi? Il a dit oui, mais moi, je ne peux pas empêcher des hommes libres de protester. C'est vrai que s'il y a des dérapages, bon, on va faire intervenir, mais s'ils veulent protester, qu'ils protestent, c'est leur droit le plus absolu. Mais nous, en Côte d'Ivoire, si on dit on va protester, on dit, oh voilà, ils menacent la République de sédition. Ils menacent la République de coup d'État. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Chaque fois qu'ils disent ça dans des débats là-bas, ils disent, vous êtes petits. Et quand je dis ça, ils disent, je les ai insultés. Non, je ne vous ai pas insulté, cher frère. Je ne vous ai pas insulté, c'est la vérité, vous êtes petits. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet. En ce qui concerne l'inscription du nom Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous, on est serré. C'est sur vous qu'il y a pression. Tu vois, non? Nous, on est serré. C'est sur eux qu'il y a la pression.
Et tu vois, et quand vous regardez Laurent Gbagbo Moussa, est-ce que vous pensez que c'est un monsieur qui a des problèmes? Il n'a pas de problème. D'abord, même il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Maintenant, il y a un défi que le RDR nous lance. Il dit, votre Gbagbo là, il ne sera pas sur la liste électorale et puis il n'y aura rien. Tu sais, moi, cette parole-là, si vous aviez dit ça en 2011, j'allais paniquer. Mais vous dites ça en 2025. Ah, vous avez dit, tu sais pourquoi ça ne me dit plus rien? Parce que vous avez dit la même chose sur la condamnation de Gbagbo à la haie. À la haie, là-bas, là. Vous avez dit, Gbagbo ne sortira jamais de là-bas. Et puis nous, on vous a dit que Gbagbo va sortir. Et puis Gbagbo est sorti. Ou bien c'est faux? Hein, les gars? Ou bien c'est faux? C'est ce qu'ils ont dit. Oh, vous là, vous bavardez sur les réseaux sociaux, vous êtes à l'extérieur, venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Votre Gbagbo là, c'est fini. Il est à la CPI là-bas, il ne va plus sortir. Vous avez dit ça, non? Et puis il est sorti. Maintenant, nous, on dit que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Vous dites qu'il ne sera jamais. Même ça, moi, je ne peux pas croire à ça. Ce que je sais, c'est que avant que la fin 2025 ne sonne, le président Laurent Gbagbo sera bel et bien sur la liste électorale. Maintenant, on est dedans. On va voir ce qui va gagner ce combat-là. Mais c'est un combat que nous, on va gagner à tous les coups. Parce qu'on sort vainqueur, quelle que soit la situation, on sort vainqueur. Si vous décidez de ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, on peut croiser les bras. On peut décider que, bah, on s'en fiche. Ils disent, je ne remets pas. Ok, c'est pas grave. On laisse tomber. Mais vous-même, vous aurez honte devant l'histoire. Devant l'histoire. Vous allez être ceux qui ont fait 4 mandats et qui ont interdit aux autres de se présenter. Tu vois, non? De la même façon, vous parlez du fait qu'on a écarté Ouattara, on a écarté Bédié, on a écarté Bombay. En 2000, tu as vu, jusqu'en 2025, vous parlez de ça, ça fait 25 ans. Ça veut dire que vous aussi, dans 25 ans, on va parler d'Alassane Ouattara qui a fait 4 mandats et qui a écarté tous les opposants. Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Charles Bleu Goudé, et actuellement même ils sont en train de faire un travail contre Tidiane Thiam, etc., etc. Ça aussi, ça va rester dans les archives. Ça, c'est si on croise les bras. Première version. Deuxième version, nous, on a la possibilité de protester. Si on proteste, vous allez nous mater. Vous allez nous mater. Vous allez envoyer vos gendarmes, policiers dans les rues pour nous mater. Et les choses, les bacs à verre, bon, et puis les petits délinquants du RDR, voilà, tous les petits délinquants, vous allez les envoyer pour nous mater. Maintenant, si vous nous matez, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a 2 façons. Si vous ne nous matez pas bien, le peuple peut prendre le dessus sur l'armée, comme on a fait contre Guy Robert, là. Voilà, bah, Guy Robert, ces gars avaient les armes, et puis c'est le peuple qui est sorti les mains nues pour faire plier Guy Robert. Ça peut être ce scénario-là. Ça peut être aussi le scénario de 2020 où vos gars ont réussi à faire plier le peuple. On a maté tout le monde dans le sang, on a fait 100 morts et puis bon, vous avez réussi à faire un 3e mandat sur le corps des Ivoiriens. Donc si vous faites ça là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça, c'est une option. Donc, bonne chance à vous. Si vous faites cette option-là et que vous gagnez, maintenant, nous, on va venir dire ici à Macron que voilà, vous avez installé Alassane Ouattara. En 2020, il a tué une centaine d'Ivoiriens. En 2025, il a tué encore 1000 Ivoiriens et qu'il est en train de préparer un génocide. Donc, nous, on va faire la communication, voilà, autour de ce que le RDR prépare contre notre peuple. Aussi simplement. Donc, nous, on n'a pas de problème. Faites, matez tout le monde, tuez tout le monde, faites ce que vous voulez. Mais nous, on va faire la communication de sorte à ce que les gens soient informés du travail que vous faites en Côte d'Ivoire. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème.
Maintenant, troisième option, c'est le dialogue politique. Si on va au dialogue politique et que vous acceptez finalement de remettre le nom du président sur la liste électorale, on est tranquille. Il n'y a pas de problème. On va à des élections justes et transparentes. Mais on ne veut pas se présenter contre Alassane Ouattara. C'est tout. Il a déjà fait 3 mandats. Qu'il parte. On ne veut pas se présenter contre Alassane Ouattara. C'est-à-dire que nous, notre nom est sur la liste électorale. Lui, il ne doit pas se présenter. C'est tout. Et qu'il mette son petit frère. Il y a son petit frère qui est ministre, non? Les gars, son petit frère, il est ministre de quoi même? S'il vous plaît, écrivez pour moi. Parce que moi, bon, c'est un gars que je ne regarde pas beaucoup. Hein. Le petit frère de Ouattara, là. Il est président, son petit frère ministre. Et son petit frère ministre de quoi? Les gars. Il a qu'à son petit frère. Ah, les gars. Ah, ministre de la Défense, hein, les gars. Ok. Ministre de la Défense. Voilà. Donc, faut mettre ton petit frère. Alassane Ouattara. Voilà, tu as des gars, non? Tu as une demi-douzaine, non? Et puis tu vois les gars, les hommes politiques, là, ils utilisent des expressions qu'il faut, ils disent, oh, j'ai une demi-douzaine. Mais la demi-douzaine, là, s'il y en a qui sont encore vivants. Voilà, merci. Donc, demandez à Ouattara de mettre son petit frère pour représenter le RDA. On a 9 mois des élections. Le parti au pouvoir, on ne sait même pas qui va les représenter en 2025. Est-ce que ça, ce n'est pas la honte, ça? On a 9 mois des élections. Le parti au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir depuis 15 ans, on ne sait pas qui va les représenter. Ça, c'est une honte. Non, moi, je suis venu pour les aider un peu. Pour dire, mes frères, si c'est difficile pour vous de vous prononcer, mettez le petit frère de Ouattara. Comme ça, Laurent Gbagbo va le battre. Laurent Gbagbo va le battre à plate couture. Il n'y aura pas match. C'est ça, non? Voilà, on va aux élections. Laurent Gbagbo contre... comment il s'appelle même le petit frère de Ouattara là? Il s'appelle Tene Brahima Ouattara. Voilà. Laurent Gbagbo contre Tene Brahima Ouattara. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. On sait qu'il est petit frère de Ouattara, mais on ne le connaît pas. Présentez-vous. On va vous battre aux élections. Point final. Voilà. Et puis, nous, on prend le pouvoir. Mais on prend le pouvoir. Ne venez pas dire encore que non, c'est parce qu'on a inscrit le nom du président de Gbagbo sur la liste. Hein, ou bien c'est parce que Ouattara ne s'est pas présenté. Hein. Donc, il y a une vidéo de Gbagbo qui circule où Gbagbo dit, mais quand j'ai pris le pouvoir en 2000, ce n'était pas par hasard. Même si vous dites que c'est parce qu'on a enlevé Bédié, on a écarté Ouattara, on a écarté tout le monde là. Mais c'est tout ça là qui n'est pas par hasard là. Tu vois, ils disent que si Gbagbo dit ça, ça veut dire que Gbagbo a comploté avec Guéhi Robert pour écarter. Tu vois, comment vous mentez. C'est-à-dire que comment vous êtes bête. C'est quand vous faites des analyses, est-ce que c'est un sens? Lorsqu'on dit ce n'est pas par hasard, en français, c'est un sens. Si je te dis que quand on dit que, je prends un exemple bête, quand on dit que Yves Aïko est devenu avocat, ce n'est pas par hasard. Même si vous dites que c'est parce que les épreuves étaient faciles, mais c'est tout ça là qui n'est pas par hasard là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton destin est déjà tracé et que quelque chose doit te revenir, toutes les circonstances vont se mettre en ordre de sorte à ce que ton destin soit accompli. Le président devait être président. Donc si tu dis que c'est à cause de Ouattara, parce que Ouattara ne s'est pas présenté, mais tout ça là, ça rentre dans le chemin. Est-ce qu'il a voulu dire tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est tout ça là qui a contribué à ce que je devienne président. Donc tu dis rien. Tu dis rien. Non. Eux, leur analyse, et tu vas voir, ils se promènent sur tous les panels.
Il se promène sur Facebook, il se promène sur... Avec cette vidéo-là, voilà, Gbagbo lui-même a dit. Tu vois? Et comme ils ne sont pas intelligents, ils prennent toujours des vidéos de 30 secondes, 45 secondes, et puis ils disent, voilà ce que Gbagbo a dit. Et dit, Gbagbo, c'est un professeur. Il ne parle pas en 45 secondes. Moi, j'ai écouté beaucoup de professeurs. Même actuellement, j'écoute des professeurs français. Hein? Celui même que j'adore, c'est Maître bon, Ballon. Ouais, il a été bâtonnier en France, qui est un de mes favoris, de mes préférés, que j'écoute tout le temps. Donc, on n'écoute pas 30 secondes et puis on va se promener sur TikTok pour dire voilà ce que Gbagbo a dit. Mais même les 30 secondes, là, ils ne comprennent pas. Donc, voilà un peu. Les gens du RDM. Donc, voilà. Donc, le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Je tiens à vous informer. C'est, si vous voulez appeler ça prophétie, si vous voulez appeler ça message annonciateur, si vous voulez appeler ça ce que vous voulez, mais le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Maintenant, est-ce que Ouattara sera candidat? Bon, nous, comme je dis, on va se battre contre la candidature de Ouattara, mais il peut s'imposer. Tu vois, non, il peut s'imposer. S'il s'impose pour la 4e candidature, on va le battre aux élections. Maintenant, comment on va le battre aux élections? C'est là que ça devient compliqué. Parce que si Ouattara se présente, vraiment, le combat sera difficile. Hein. Parce que c'est des tricheurs. Les gars, est-ce qu'on est d'accord? C'est des tricheurs. Donc, si on a le match retour, Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara aux élections, ils n'ont qu'une seule arme. Leur arme, c'est la tricherie. C'est-à-dire, ils prennent le Conseil constitutionnel pour tricher. Ils prennent l'armée pour tricher. Ils prennent la CEI pour tricher. Et puis, ils trichent sur la liste électorale. Donc, ils trichent à tous les niveaux. Donc, cette année, il va nous falloir développer une stratégie pour surveiller les élections nous-mêmes. On n'aura pas besoin de l'ONU. On n'aura pas besoin de quoi que ce soit. Nous-mêmes, on va surveiller nos élections. Il faut qu'on ait une stratégie. Tu vois, non? Et puis la stratégie, là, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une stratégie où nous-mêmes, on surveille nos élections. Oui. Et puis, j'ai un message à passer aux Burkinabés. Vous voyez tous les Burkinabés qu'ils avaient enrôlés pour qu'ils votent Ouattara, là. Alors, je passe ce message à tous les Burkinabés et c'est pour ça qu'il faut partager ma vidéo. Parce que je passe le message à tous les Burkinabés pour leur dire que maintenant, là, Ouattara est contre le Burkina Faso. Il est contre l'AES. Il est contre le Mali. Il est contre le Niger. Donc, s'il vous plaît, vous qu'on avait enrôlé là, allez voter maintenant contre Ouattara. Votez Gbagbo Laurent. En 2025. T'as vu comment nous on est à l'aise? On n'a pas de problème. Donc c'est le message qu'on passe à tous les Burkinabés que Ouattara avait enrôlé en 2010 là. Voilà, tous ceux qu'ils ont insérés dans le circuit pour voter Ouattara là. Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Hein. Vous êtes nos frères. Voilà. Mais maintenant, là, c'est Laurent Gbagbo. Écoutez le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit on a tous été manipulés. À un certain moment, on a tous pensé que Gbagbo était le méchant. Mais maintenant, on a compris. Ah bon? Vous avez compris quoi? Vous avez compris que Gbagbo Laurent n'était pas le méchant? Ah d'accord. Donc, s'il vous plaît, allez voter Laurent Gbagbo en 2025. Tu vois, ça va vous arranger. Ça va vous arranger. Ouattara a ramené la carte de séjour. Ouattara est contre l'AES. C'est grave. Non, ils n'ont qu'à voter, Quentin. Ils n'ont qu'à voter. Qu'ils votent et puis après, on va mettre de l'ordre. Voilà. Ils n'ont qu'à voter cette année-là. Tous les gens de l'AES qui sont chez nous, là, votez Laurent Gbagbo. C'est tout, c'est simple. C'est ce travail que nous devons faire. Donc, voilà un peu les directives. C'est sur ça qu'on travaille actuellement. Voilà, quand on appelle au pays, on essaie de placer les pions. C'est sur ça qu'on travaille. Quand on voyage comme ça,
Voilà, quand on vient en France comme ça, c'est sur ces choses-là que nous travaillons. Voilà. Donc, nous, on est sérieux, il n'y a pas de pression sur nous. Hein. Dans tous les cas, nous, on a perdu le pouvoir depuis 2010. Hein? Ça fait 15 ans que nous, on a perdu le pouvoir. Donc, nous, on ne rêve même pas du tapis rouge. On ne rêve pas de la présidence. On ne rêve pas de tout ça. Mais si on a eu ça là, ah, on va dire Dieu merci. On va pas s'amuser avec ça. Donc, d'abord, première mission, il faudra libérer tous les prisonniers de Ouattara. Vous voyez, non? Ouattara fait beaucoup de prisonniers. Donc, il faudra libérer tous les prisonniers. Moi-même, je vais m'en charger. On va aller là-bas. Dès que Gbagbo prend le pouvoir, le même soir, on va à la présidence, on va à la prison là-bas, au PPA. On va au PPA là-bas et puis on libère nos camarades. Ça, c'est la première des choses. On a beaucoup de cas de frères. Steve Biko est là-bas, Gala Kolebi est là-bas. On a nos camarades qui n'ont rien fait qui sont là-bas. Tu vois, il y a même des militaires qui étaient là-bas depuis 2011. Ça fait 14 ans qu'ils sont au pouvoir. Pourquoi? Pour avoir servi le président Laurent Gbagbo. C'est extraordinaire. C'est inacceptable. Donc, première des choses, dès qu'on dit Ouattara perdu, en même temps, ça va ouvrir la prison hein, pour libérer nos camarades. Et puis, il y a nos camarades qui sont encore en exil, notamment Yves Ayipo même. Hein? Faut qu'on fasse rentrer notre camarade. C'est vrai, non, les gars? Faut que Yves Ayipo aille manger le garba de la Côte d'Ivoire. La sauce graine. Voilà, c'est ce qui, ça me manque. Quand je suis venu à Paris ici, la première des choses, je suis allé manger la sauce graine. Voilà, j'ai un frère. J'ai un frère. Voilà. Donc, vous voyez, non? Voici les premiers chantiers sur lesquels on va travailler. Voilà. Il faut faire entrer les exilés, il faut libérer les prisonniers. Et puis, tout ce qu'ils ont fait là, on va refaire. On va refaire. Mais on va prendre une loi exceptionnelle pour ceux qui ont endetté le pays. Parce que les gens pensent que cette dette-là, nous, on va hériter de ça. Et je parlais de ça la dernière fois sur un débat TikTok. Il dit, ah Yves, l'État est une continuité. Hein? Donc, si Ouattara prend les dettes, ceux qui vont venir après Ouattara vont payer ces dettes-là. Je dis, mais attendez, mais les gens du RDA, ils sont maudits. Hein? Ils sont méchants, foncièrement méchants. Vous endettez le pays tout entier. Vous endettez des générations et puis vous dites que non, l'État, c'est une continuité. Les autres, ceux qui ont venu après, vont payer. Donc, vous prenez tous les trophées. On a construit stade et BMP. On a construit boulevard. On a construit pont. On a fait ceci. On a créé tel programme. On a fait un programme pour les jeunes. On a fait ceci. Tout ça avec l'argent de la dette. Vous prenez les trophées et puis les autres viennent payer. C'est ça, on dit, je suis docteur en économie. C'est ça qui est l'économie d'Alassane Ouattara. Là. Donc, j'ai eu un débat comme ça. Et puis le gars a dit clairement, il dit oui, effectivement, c'est vous qui allez payer. En tout cas, si d'autres gouvernements viennent, ils vont payer les dettes de Ouattara. J'ai dit, mais il faut bien aussi que les autres gouvernements s'endettent. N'est-ce pas? Actuellement, là, la dette, là, on est à 60% du PIB. On dit si ça arrive au niveau de 70%, c'est dangereux. On est déjà à 59, 58, quelque chose. C'est comme nous, on a arrondi à 60. 60% du PIB. Et à l'échelle internationale, on dit qu'il ne faut pas approcher les 70 parce que c'est dangereux pour le pays. Donc, il y a des pays tels que la Grèce, des pays tels que, bon, il y a plusieurs pays qui ont connu des problèmes, qui sont même passés en cessation de paiement. C'est des pays qui ont été hypothéqués à cause de leurs dettes. Tu vois? Il y a eu ce débat avec un certain Kokora du RDA. Il dit que moi, je suis ignorant. Il dit, moi, Yves, moi, je suis ignorant. Parce que je devrais savoir que des pays tels que les États-Unis sont endettés. Je dis, ah, Gbagbo avait raison. voilà des gens qui comparent la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il dit que moi, je suis ignorant.
Parce que moi, je devrais savoir que l'État est une continuité. Donc, les dettes qu'eux, ils ont accumulées là, c'est normal qu'un autre président vienne payer. Je dis, mais l'autre président qui vient payer là, tu penses que lui, il n'aimerait pas prendre des dettes aussi? Imagine-toi que le prochain président vienne, qui prenne aussi 30 000 milliards de dettes. Mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que vous êtes en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire? Vous faites du mal à nos enfants. Vous ne vous faites pas du mal, peut-être. Parce que vous allez bouffer, vous allez mettre vos enfants à l'abri, vous allez emmener vos enfants dans les grandes écoles, vous allez acheter des Mercedes, des GLE, des Range Rover à vos copines. Vous allez faire tout ça, vous allez partir. Et maintenant, les générations à venir vont souffrir de cette dette. Nous parlons de ça. Et puis, ils nous font passer pour des ignorants. Voilà comment la Côte d'Ivoire est devenue. Hein. C'est-à-dire que quand tu annonces un danger, les gens disent que tu es un ignorant. Les grands économistes de ce pays, de ce monde, disent que la dette ivoirienne est inquiétante. Ils disent qu'ils ne sont pas intelligents, que c'est Ouattara qui est intelligent. D'accord? Donc on va voir, donnons-nous rendez-vous dans 15 ans. Et vous allez voir le problème que va causer cette dette-là. Vous allez voir le problème que ça va poser. Peut-être qu'ils ne seront plus là. En tous les cas, ils ont déjà fait 3 mandats. Même s'ils font 4e mandat, vous allez voir qu'ils vont monter encore la dette à plus de 60% du PIB. Et puis, quand ils vont finir, ils vont partir tranquillement. Ils sont tous devenus milliardaires. Parce que l'argent même qu'ils prennent pour la dette, ils ne font rien avec. Ils ne font rien avec. Ils prennent ça pour s'enrichir. Et quand tu parles, on te menace de te mettre en prison. Donc voilà un peu le problème que nous posons. Voilà un peu les problèmes que nous posons. Bon, les gars, dans tous les cas, on va s'entretenir, on va continuer de s'entretenir, on va continuer de mener des débats. Voilà, le frère Zara, c'est un débatteur, il est avec nous là-bas sur TikTok. Nous continuons de mener des débats. Et au-delà des débats, nous mobilisons, nous galvanisons. Voilà, parce que certains nous ont dit que ce que vous dites là, en quoi ça change les choses? J'ai dit, ah bon? Mais ton enfant là, pour que une voiture ne le cogne pas sur la route là-bas, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, quand tu traverses la route là, tu regardes à gauche et à droite, il faut vérifier, n'est-ce pas? C'est cette parole là. C'est ça qui sauve la vie de ton enfant. Quand tu dis à ton enfant, quand tu vas dehors là, il ne faut pas faire comme les autres. C'est pas parce que ton ami est en train de fumer que tu dois fumer. C'est pas parce que ton ami est en train de prendre la drogue que tu dois prendre la drogue. Il faut te concentrer sur tes études. La parole que tu donnes à ton enfant, c'est ça qui fait que demain, dans 20 ans, tu peux dire, je suis fier de mon enfant parce que voici l'homme qu'il est devenu. Donc, comment tu peux dire que la parole que nous distillons n'a pas d'effet? Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas dans l'air du temps. Tu n'es pas dans l'air du temps. C'est-à-dire que tu ne comprends pas grand-chose. Même quand quelqu'un est en train de mourir, et puis ses yeux sont en train de se fermer, c'est la parole de ceux qui sont à côté là qui dit, réveille-toi, ne dors pas, bats-toi, bats-toi. Même les médecins utilisent cette formule de parler aux malades inconscients. Bats-toi, bats-toi. Et puis la personne se bat dans son coma et sort du coma. La parole qui a construit ce monde dans lequel nous vivons. Mais sans la parole, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans la parole. Et ces paroles, c'est parce que cette parole-là est dangereuse.
qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison à cause de leurs paroles. Nous prenons la parole en public. D'abord, ça crée des jaloux, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut parler en public. Il y a des gens qui ont des problèmes à parler en public. Nous parlons avec aisance. Il y en a qui ont des difficultés à parler en public. Donc déjà, ça crée une jalousie. Deuxième jalousie, c'est qu'avant, la parole publique n'était pas permise à tout le monde. Vous voyez, la parole publique était pour une catégorie d'individus. Des politiques, des gens nantis, des ministres, des présidents. Il fallait passer à la RTI. Il faut avoir des privilèges pour passer, ou bien il faut être un artiste. Maintenant, là, voilà quelqu'un qui est couché dans son hôtel ici, tranquille. Il fait parole publique. Et en moins de 2 jours, il touche 10 000 personnes. Et ça, c'est les cyberactivistes qui ne sont pas très écoutés. Sinon, ceux qui sont écoutés là, en moins de 5 minutes, ils touchent 100 000 personnes. 200 000 personnes. Il y en a même qui touchent 1 million de personnes. Comment tu peux dire que la parole de ces gens-là, ça ne change rien? Mais bien sûr que ça change de choses. Il y a des gens à qui on a expliqué, il y a un gars qui m'a rencontré qui m'a dit, mais Yves, ce que je n'ai pas compris chez Gbagbo, c'est... Il a dit quoi là même? Quel problème il a posé hein? Il dit non, Gbagbo, il avait pris l'argent avec Blaise Compaoré, etc., etc. Et que l'histoire que les gens racontent sur les réseaux sociaux là, à propos de Gbagbo et les Blaise Compaoré, hein, je lui ai dit, tu sais, cette histoire-là, c'est du faux. Après, il a soulevé le problème de choses, de... Voilà, quand on dit que Gbagbo savait que les gens se préparaient pour venir l'attaquer et il n'a rien fait, il dit c'est faux. C'est faux. Gbagbo savait que des gens étaient au Burkina Faso, ils étaient en train de se préparer pour venir l'attaquer et puis il n'a rien fait. Bon, Gbagbo n'est pas idiot. On n'est pas idiot. Il dit, mais c'est pas lui-même qui a dit qu'il voit le dos du nageur. J'ai dit oui, mais dans quel contexte il a dit ça? Est-ce que tu as regardé toute la vidéo? Est-ce que tu sais de quoi il parlait et pourquoi il l'a dit? On voit le dos du nageur. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et puis ils préparent des choses. Quand Gbagbo dit ça là, ça ne veut pas dire qu'il sait que le 19 septembre, il y a des gens qui vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et il y en a même qui ont poussé la bêtise plus loin pour dire que Blaise Compaoré a même prévenu le gouvernement ivoirien pour dire oui, s'il vous plaît, je tiens à vous informer qu'il y a des gens que j'ai abrités chez moi ici au Burkina Faso. Ils sont en train de se préparer pour venir vous aider, mais quand même. Quand même. Et ça, si on vous raconte des choses comme ça, vous y croyez? Il y a des gens qui y croient. Moi, je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que moi, je vais savoir qu'à côté de moi, il y a des gens qui sont en train de se préparer à venir m'attaquer et puis je ne vais rien faire. Ce n'est pas vrai. Les gens sont allés s'entraîner dans le secret absolu, protégés par un État, protégés par Blaise Compaoré, président de la République. Ils ont été protégés, ils ont mené les assassins, ils sont venus en une journée, ils ont fait des morts, c'est tout. Mais comme ils n'ont pas le cran, c'est-à-dire, quand on était en 2002, là, et que Gbagbo était au pouvoir, là, ils avaient le courage de faire musique. Asanyao, yeah, Asanyao, on est fatigué, Asanyao. Voilà, là, tout le monde avait la voix. Ce que tu n'as jamais vu, il faut faire, je vais voir. Et tous, ils ont chanté contre les rebelles. On a tous protesté contre les rebelles à cette époque. Les blés goudés, tout cela. Tout cela va parler contre eux. Mais aujourd'hui, la personne. Ils disent, ah, mais Gbagbo même, il savait qu'on devait l'attaquer et puis il n'a rien fait. Dieu, quand tu perds le pouvoir, tu souffres. Hein? Vous voyez tous ceux qui ont abandonné Gbagbo là, non? Ils ont perdu, Gbagbo a perdu le pouvoir. Vous avez vu tous ceux qui l'ont abandonné là. Ils sont nombreux comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on appelle au rassemblement de l'opposition, personne ne vient. Chers amis, la situation est grave.
Laurent Gbagbo a appelé l'opposition à se rassembler. Il y a un là-bas qui s'élève et dit, bon, moi je veux voir ce qui est dans le contenu. C'est de Gbagbo, il parle comme ça. Hein. Il veut voir le contenu de cet appel, l'appel de Benoît. Quand le contenu, là, on va rendre ça public, c'est là maintenant, lui, il va venir nous rejoindre. Donc, Gbagbo a lancé un appel, il n'est pas venu. Quelqu'un qui a quitté Manchester pour venir, il a abandonné ses études, quand Gbagbo était président, pour venir, d'après lui, défendre la nation. Aujourd'hui, on l'appelle, non, moi, je ne viens pas. Comme on n'est pas au pouvoir, si on était au pouvoir, il allait venir. Il y a un qui était chef d'état-major. Aujourd'hui, c'est lui qui va à la CPI pour témoigner contre Gbagbo. Quand tu perds le pouvoir, c'est grave, hein? Gbagbo a perdu le pouvoir. Ils sont nombreux à l'avoir abandonné. Mais Gbagbo, un des perdus, 1000 de retrouvés. Gbagbo a perdu ceux-là. Nous, on est là. Nous, on est là. Gbagbo était dans l'opposition, nous, on était avec Gbagbo. Gbagbo est devenu président, on était avec Gbagbo. Gbagbo a perdu le pouvoir, on était avec Gbagbo. Gbagbo est allé en prison, on était avec Gbagbo. Il est allé à la CPI, on était avec Gbagbo. Gbagbo était acquitté, on était avec Gbagbo. Gbagbo est aujourd'hui dans l'opposition, on est avec Gbagbo. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on est avec Gbagbo. Gbagbo sera sur la liste électorale, on sera avec lui. Gbagbo va de redevenir président de la République, on sera avec lui. Est-ce que c'est un jeu? Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Tu as vu? Non, c'est ça mon problème. C'est qu'il y a des gens qui pensent que, comme ils ont du temps à perdre, nous aussi, on a du temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. On est dans une affaire sérieuse. Non, moi, j'ai pas de problème. Oui, je suis très serein. Je suis un gars très serein. Je suis optimiste. Je suis dans mon combat pour Laurent Gbagbo. On est dedans. On gagne. Eh les gars, on va gagner. Ils ont abandonné Laurent Gbagbo. Ils sont nombreux. Mais c'est pas grave. Gbagbo Laurent vous regarde. Mais nous allons dire à tous ceux qui ont abandonné Laurent Gbagbo, nous allons que Gbagbo Laurent de maintenant là, ce n'est plus le Laurent Gbagbo gentil d'avant là, qui va venir rigoler, qui va venir sourire avec vous. Nous-mêmes, on va être là, on va lui dire non Gbagbo, celui-là, on ne peut pas rire avec lui. C'est pas possible. Ah non, on ne peut pas recommencer les mêmes choses. Président. On a fait appel de Benoît. Ils disent ils ne viennent pas. PDC, ils disent ils ne viennent pas. Ah. Bon. Simone Gbagbo dit elle ne vient pas. Sable Goudé dit il ne vient pas. C'est Soro Guillaume qui a répondu. Bon, parce que lui, il s'accroche à toutes les branches en ce moment. Voilà. Donc, lui, il a répondu. Donc, les gars, vous voyez, moi, ça m'a fait peur, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour le président. Gbagbo a donné l'argent. Il a donné poste à tout le monde. Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont abandonné le président. Pas grave. Surtout ce qui m'a fait mal, c'est l'appel de Benoît là. Le président a dit que ceux qui sont là, il faut qu'on fasse tout pour qu'en 2025, ils ne soient pas là. Qu'ils ne soient plus là. J'appelle
tous les partis d'opposition, venons à se réunir et puis on va travailler. Mais travaillons honnêtement. Le président l'a envoyé Danon Djedje faire le tour de tous les partis politiques là pour qu'on puisse ça. Ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé. Bon, on n'a rien dit. On n'est pas pressé. Dieu sait ce qu'il fait. They gave up on the fight. That's true. They gave up on the fight. Ils ont abandonné la lutte. Aujourd'hui, je vois des gens sur des plateaux TV qui disent que oui, mais Gbagbo, si on l'a condamné, mais il peut trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est des gens qui étaient avec nous hier. Hein. Ils disent que Gbagbo peut trouver quelqu'un d'autre. On ne trouvera pas quelqu'un d'autre. C'est une information que je vous donne au RDR et aux autres petits partis à côté. On ne trouvera pas quelqu'un d'autre. Voilà, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que moi, dans mon esprit, c'est clair. Voilà. On ne trouvera pas quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à Ouattara de changer la constitution? Alors, si, tu vois comment les gens, ils sont bêtes. Il y a une constitution qui est là, constitution de 2000. A dit le candidat à l'élection sur présidentielle, le maximum d'âge, c'est 75 ans. Fallait laisser ça. Fallait laisser ça. Non, ils se sont dit quoi? Ouattara lui-même veut faire 3 mandats. Quand on va arriver au niveau de 2020, il va passer 75 ans. Non, on doit faire sauter cette loi-là. Je vais mettre ça où? Regarde, on dirait qu'on va arrêter la vidéo hein, parce que je ne peux pas déposer mon téléphone. Non, je vais essayer de déposer comme ça. Donc, Ouattara lui a dépassé 75 ans. Son allié à cette époque, c'était Henri Konan Bédié. Donc, ils disent qu'ils vont enlever la loi là, à cause d'Henri Konan Bédié et à cause de Ouattara. Il n'y a pas de problème. Dieu les regardait quand ils faisaient ça. Dieu les regarde. Ok, enlevez. Enlevez la loi là. Ils ont enlevé la loi. Mais si au moins ils étaient intelligents, ils pouvaient dire, bon, le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé au maximum de 80 ans. Ou bien de 85 ans. Tu vois, ils pouvaient mettre au moins un petit plafond. Ils n'ont pas mis de plafond. 0 plafond. Donc maintenant, le candidat à l'élection présidentielle peut avoir 115 ans. 125 ans. Il n'y a rien pour l'arrêter. Mais avant, il y avait même une loi qui disait que le candidat à l'élection présidentielle doit faire montre de son état de santé. Il doit montrer qu'il a une bonne santé. Ils ont levé ça. Et vous avez enlevé ça, vous voulez qu'on fasse quoi? 2019, Gbagbo revient. On dit, ah bon, tu vois, en fait, ils ont eu l'impression qu'ils étaient plus malins que nous. Comme ils ont enlevé la loi et qu'ils savent que rien ne peut empêcher la candidature de Gbagbo, ils ont mettre un procès. Et maintenant, c'est avec ce procès, on va empêcher Gbagbo de se présenter. Donc, il faut un procès bizarre, là. Et puis, ils disent qu'ils sont sur leur position, ils n'enlèvent pas. Vous allez enlever. Les gars, quand les gars parlent là, il faut leur dire comme ça, vous regardez dans leurs yeux, vous dites ça là, vous allez enlever. Voilà, sanction de 20 ans. Ouattara lui-même, il se lève, il sera fait grâce. Qui t'a demandé la grâce? Les gars, il faut qu'on écrive à Ouattara pour lui dire des choses comme ça. Qui t'a demandé la grâce? On n'a pas besoin de ta grâce. Il y a 2 options. Soit tu donnes une amnistie parce que tu n'as pas le choix. Soit on refait le procès.
Le président Laurent Gbagbo est libre. Il peut faire un procès. Vous venez l'arrêter même. Vous l'arrêtez, vous l'amenez où vous voulez. On fait un procès en bonne et due forme. Mais on va gagner encore le procès. Vous voyez comment nous on est à l'aise. Qui a la pression maintenant? Qui a la pression? Hein? Qui a la pression? C'est eux qui ont la pression. On n'a pas de pression. Voilà. Donc, les gars, tous ceux qui ont abandonné le président Laurent Gbagbo, vous allez voir à partir de 2025, début 2026, quand tout sera clair, vous allez voir, ils vont tous revenir. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai appelé mes militants à voter Laurent Gbagbo aux élections. Moi, j'ai toujours aimé Gbagbo. Vous, là, même, vous pensez que vous aimez Gbagbo plus que qui même? J'ai déjà vu même déjà très... Toi, tu n'aimes pas Gbagbo plus que moi, c'est faux. Il n'y a pas un individu qui aime Gbagbo plus que moi dans ce monde. Ça n'existe pas. Toi, tu ne peux pas me dire ça. Ça me dit quoi? Il a dit que Gbagbo était dans l'opposition, on était lui. Gbagbo était au pouvoir, on était lui. Vous allez arrêter Gbagbo, vous l'avez maltraité, vous l'avez déporté, on était lui. Toi, tu peux nous aimer, tu peux aimer Gbagbo plus que nous, comment? Tu as dessiné ou bien? Toi qui es allé dans telle partie, après tu es revenu, tu es allé ici, tu es venu, là tu es Gbagbo. Il y a des gens qui disent, il dit, moi j'étais Gbagbo, mais moi, j'ai jamais pris ma carte. Hein. J'ai jamais pris ma carte du FPI. Et puis toi, tu as venu dire que toi, tu aimes Gbagbo plus que nous. Moi, c'est parce que Gbagbo a créé le FPI qu'on est dans le FPI. Quand quelqu'un crée son parti, là, quand tu l'aimes, là, tu fais quoi? Les gars, si moi je crée mon hôtel tout de suite, vous n'allez pas venir dormir là-bas. Si vous m'aimez, il va pas créer son hôtel, on va aller dormir là-bas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de discussion. Moi, là, quand je vais au pays, quand on dit mon ami, il a créé son business là-bas, il vend à ticket, je vais manger à ticket là-bas. Je vais le soutenir. Il y a des gens qui disent actuellement, ils aiment Gbagbo Laurent, mais ils ne sont pas dans PPACI. Mais tu aimes Gbagbo Laurent comment? Bon, tu as ta façon d'aimer Gbagbo Laurent. Moi, je ne te condamne pas. Mais tu ne peux pas aimer Gbagbo Laurent puisque des gars, dernier cri. Ah! Nous, on a fait toutes les batailles. Tu t'amuses de taper, tu parles de quoi? Moi, j'ai marché 60 km pour sortir de Boaké. Ce n'est pas parce que j'avais peur des rebelles, c'est parce que je n'ai rien à foutre avec des rebelles. Voilà. Ici, Gbagboïste. Non, nous sommes en 2002. Gbagbo est président de la République. Nous, on ne mange même pas. Non, on s'en fout de manger même. On est Gbagbo, c'est dans notre sang. Non, nous, on marche. Puis on sort de Boaké. Et puis quand on sort de Boaké, on se met en position de combat en même temps. On se met en position de combat. 2011, quand les gars ont commencé à tirer, nous, on allait en exil. Et puis on est entre nous là-bas, on est entre pro-Gbagbo. Pourquoi ils ne sont pas arrivés au Ghana là-bas? Il fallait arriver au Ghana là-bas, c'était le fief, c'était le nid. C'est une nid d'abeilles. Il fallait venir là-bas. Vous voyez les encagoulés là-bas. Vous allez voir ce qui allait se passer. On était là-bas, on était tous là-bas. Tous les pro-Gbagbo. Mais un gars comme Zasso en global. Zasso, votre Zasso là. Voilà des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est lui qui parle de Gbagbo. Que Gbagbo comprenne que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Et que personne d'autre. Awadon Melo dit que le bon candidat chez nous ici, c'est Gbagbo Laurent. Awadon Melo lui-même a dit ça. Eux tous, ils ont dit ça. On choisit personne. Les gars, c'est maintenant le combat commence. Petite dédicace à Charles, comment il s'appelle? Non, j'ai laissé Charles Blegoudé tranquille. On a fait l'opposition. Petite dédicace à Johnny Pachoko. Johnny Pachoko. Moi, je vais te donner un conseil des frères. Il ne faut pas dire que Yves Ayipo t'a encouragé dans ce que tu fais.
Tu es mon frère. Je vais te donner un conseil de frère. Johnny. Johnny, Johnny, oh, I'm looking for my Johnny. Do you know Johnny? Question. Les gars, on donnait un conseil à Johnny Pacheco. Frère, ce que tu fais là, au début, quand tu as commencé à tirer sur le RDR, moi j'étais un peu d'accord. Parce que tu es venu exposer le fait que le RDR donnait l'argent à des cyberactivistes pour critiquer l'opposition. Ce qui n'est pas bon. Donc quand tu exposes ça, c'est très bien. Tu as exposé un certain nombre de questions de corruption. C'est très bien. Mais quand il laisse ça, et puis tu vas dire non, telle personne soit telle personne soit telle personne, c'est pas bon. Mais ça, c'est un conseil de frère. Tu n'es pas obligé de m'écouter. C'est pourquoi tu vois, j'ai mis ça à la fin de ma vidéo. J'ai déjà fait près d'1h30 de vidéo. Je mets ce message à la fin de ma vidéo. Frère, si tu m'écoutes, c'est pas une bonne chose. Tu sais, tu sais, tout le monde sait que je n'aime pas le RDR. Hein. Voilà, tout le monde sait que je ne suis pas un fan de Ouattara. Je ne suis pas un fan de Touré Mamadou. Tout cela, je prends que ce sont des petites gens. Mais je ne vais jamais m'autoriser à venir dire le nom de femmes avec lesquelles ils sortent. C'est pas mon truc, ça. Non seulement c'est pas mon truc, mais je veux même pas que quelqu'un le fasse. Parce que ce n'est pas important. Ça ne fait pas partie de la politique. Donc, je veux que tu cesses. Mais ça, c'est un conseil de frère. Ce n'est pas une critique. Parce que souvent, quand on donne des conseils, certaines personnes pensent que non, on les fustige. Quand on donne des conseils, des gens pensent qu'on essaie de les dénigrer. Moi, je ne sais pas été dénigrer le frère. J'essaie de te donner un conseil parce que dans la vie, quand on est frère, quand on est ami, c'est pour se donner des conseils. Moi, je te donne un conseil de frère. Ce que tu as fait, Kadi Touré, tout ça, ce n'est pas de bonnes choses. Mais si tu as fait ça dans la colère, ce n'est pas grave. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Et puis, il faut continuer sur la corruption du RDA. Si les gens sont corrompus, tu dis ils sont corrompus. Si les gens font des messes basses, tu dis ils font des messes basses. Si les gens font des crimes, tu dis ils font des crimes. S'ils font des choses injustes, tu dis ils font des choses injustes. Mais venez citer les noms de certaines femmes qui ne t'ont rien fait. Ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans. Il ne faut pas faire ça. Moi, c'est ça que je condamne. Il ne faut pas faire ça. Don Giovanni faisait ça. Et j'ai décidé de le combattre. Don Giovanni, il faisait ça. J'ai décidé de le combattre. Humilier nos mamans. Parler d'elles comme si c'était des simples machins. Je suis contre ça. Frère, il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets. Et puis toi-même là, les informations que tu détiens là, c'est des informations avec lesquelles tu peux faire de bonnes choses. Les gens vont te suivre. Moi, tout ce que je veux te dire, laisse affaire de nos mamans là. Nos soeurs, les Kati Touré, elles sont nos soeurs. Même si elles sont au RD, c'est pas grave. On s'en fout. Elles-mêmes là, quand elles nous voient, elles savent qu'on est des combattants. Elles savent. Elles savent qu'on est des combattants. Toutes les femmes qui sont en train de prendre plaisir à acquérir ce pouvoir à ce moment-là, elles savent que nous, on est des combattants. Mais il faut qu'on combatte dans les règles de l'art. C'est ce que moi, j'ai toujours encouragé. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas tricher. Parce que ça là, c'est que parler de ces choses-là, c'est tricher.
C'est tricher. On dit non, comme à l'époque, ils avaient dit que les pro-Gbagbo payaient les RAV4. Donc nous aussi, on va montrer qu'ils payent les Range Rover. Je dis, c'est pas important. C'est pas important. S'ils veulent, n'ont qu'à dire que Gbagbo payait les RAV4. C'est une question d'intelligence. Ça veut dire que à l'époque de Gbagbo, quand tu vois une RAV4 passer, c'est un ministre qui a acheté. Pour une fille. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une femme qui soit au volant. Si c'est une femme, c'est que c'est un refondateur qui a acheté. Mais si des gens veulent réfléchir comme ça, mais qu'ils réfléchissent comme ça, non, ça nous fait quoi? Ça n'a rien changé. Gbagbo a fait son pouvoir. S'il doit revenir au pouvoir, il va revenir au pouvoir. Que c'est à cause des RAV4 qu'on ne va pas revenir au pouvoir. Voilà. Il y a la dette. La digba dette. C'est de ça qu'on doit parler. La digba dette. C'est des choses comme ça qu'on doit parler. Les élections, la liste électorale, ces choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on peut toucher. Donc moi, c'est un conseil de frère. J'ai parlé, celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, qui estime qu'on l'a fustigé, on lui a mal parlé. Ah, ça, ce n'est moi qui ai parlé. Parce que les gens en parlent. Les gens en parlent. Mais Johnny, les gens en parlent. Moi, je suis à Paris, hein, Johnny. À l'heure où il était pas, je suis à Paris. Et partout où je suis passé, les gens m'ont demandé, ah, mais Johnny, moi aussi je regarde, ça me fait doucement rire. Mais je dis, après là, ce qu'ils disent là, j'écoute. J'écoute tout le monde. Tout ce qu'ils disent, j'écoute. Et je peux te dire que c'est vrai, les gens en parlent, mais derrière là, ils disent beaucoup de méchanceté sur toi. Les gens ne sont pas contents de toi. C'est vrai, ils te soutiennent, ils disent oui, tu es en train de dire des choses sur le RDA, mais derrière là, ils disent des choses que je ne veux même pas répéter ici. Si je répète, c'est comme si moi-même je t'insultais. Non, je ne vais pas répéter. Hier même, j'étais dehors, j'étais à Châtelet. J'étais à Châtelet, hier. Je suis allé m'asseoir dans un coin. Il y a des Ivoiriens qui parlaient de Johnny, Johnny, Johnny. Mais après, là, quand ils ont fini de dire toutes tes prouesses, là, ils ont commencé à dire d'autres choses de toi. Tu vois? Que je n'ose pas répéter. Et c'est pourquoi je te donne le conseil. Je dis, frère, il faut faire attention. Et puis, il faut faire attention pour ta vie. Parce que moi, je peux critiquer Touré Mamadou. Il peut me voir, il peut me dépasser. Mais ce que tu dis là, si j'ai dit un truc comme ça sur Touré Mamadou, s'il me voit, il ne va pas me dépasser. Il ne va pas me dépasser. Parce qu'il va trouver que je l'ai humilié jusqu'à dans sa famille. Il va dire que je l'ai humilié jusqu'à dans sa culotte. Il va dire que je l'ai humilié jusqu'à dans son intimité. Tu vois, non? Donc, à cause de ça là même, il est prêt à me faire du mal. Moi, il vient de parler du RDA tout de suite. J'ai parlé durement du RDA, comme je le fais depuis 12 ans. Que je fais ça sur les réseaux sociaux. Je parle durement du RDA, mais jamais je ne rentre dans leur famille. Jamais je ne rentre dans leur intimité. Jamais je ne rentre dans leur machin. Et c'est ce que je te demande, le frère. A répondu à Djumani Rover qui prend l'argent du peuple pour mettre en fait une fille. Et le cas de Kadi Range est un cas de dommage collatéral. Oui, mais il ne faut pas faire les dommages collatéraux. On ne fait pas les dommages collatéraux comme ça, frère. Le jour, ce sera ta soeur qui sera un dommage collatéral, ou bien ce sera ta maman qui sera un dommage collatéral. C'est là que tu vas comprendre que on ne peut pas encourager des dommages collatéraux. Ça ne sont pas de bonnes choses, ça. Ce ne sont pas de bonnes choses. Donc, quand toi-même tu dis ça, c'était juste un dommage collatéral, non, il faut éviter les dommages collatéraux. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Désolé, je vais lire rapidement quelques commentaires. Merci Yves pour ce digne fils, notre chère patrie. Nous irons jusqu'au bout en Guinée.
Nous avons toujours reçu le champion. Notre vie, c'est lui jusqu'au bout. Ok, merci Abdul Gérard. Bon, c'est parce que ça... Honnête. Oui, merci pour tes conseils à Johnny, mais dans ses critiques, surtout dans le cadre de Kadi Touré, il a dit haut et fort quel est un dommage collatéral, sa cible, c'est le ministre Adjoumani. Oui, c'est ce que je dis. On peut critiquer le ministre Adjoumani sans forcément faire des dommages collatéraux. Voilà. Quand vous dites dommages collatéraux, c'est comme si c'était normal. Tu vois, non? Moi, j'estime que Johnny Pacheco, c'est un cyberactiviste professionnel qui fait ça depuis plus de 10 ans, comme moi. Je veux dire, les dommages collatéraux, là, nous, on peut éviter ça. Si c'est les nouveaux, là, les Ziggy, ou bien les petits qui font maintenant les vidéos, si c'est eux qui font ça, bon, je peux dire, bon, eux, ils n'ont pas d'expérience. Ils ont commencé, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc, eux, ils peuvent se tromper pour faire des dommages collatéraux. Mais quand Johnny fait des dommages collatéraux, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je dis, mais attends, c'est pas Johnny qui va faire des dommages collatéraux? Voilà. Quand Johnny, c'est un professionnel. Quand tu frappes ta cible, pourquoi moi, je n'en fais pas? Quand je parle de ce qui me concerne. Voilà. C'est Touré Mamadou qui me concerne. C'est lui mon problème. Sa femme, sa copine, s'il a des copines, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est comme ça. En tout cas, c'est mon conseil. Hein. Il n'est pas obligé de le suivre. Hein. Il n'est pas obligé de suivre mon conseil. Voilà. Moi, j'ai parlé à cœur ouvert, frère. Voilà, pas ça. S'il critique le RDN, nous-mêmes, on est d'accord et ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu, c'est mon point de vue. Voilà. Josh Daffé, mes salutations à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt, on est ensemble.